Bonjour Daniel Cohen. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur du département d'économie de l'École normale supérieure. Vous venez de publier ce livre sous la direction de Philippe Askenazy et Claudia Sénic, donc avec vous-même, Repenser le modèle social, 8 nouvelles questions d'économie. C'est un livre passionnant parce qu'au fond, ça concerne tous les sujets essentiels de la vie quotidienne des Français. Je voulais qu'on se parle tranquillement ce matin pour sortir un peu de l'actualité politique de cette campagne présidentielle absolument folle, pour revenir un peu sur les sujets essentiels, justement, les enjeux essentiels de cette campagne. On va aborder évidemment tous ces sujets-là, mais d'abord, je voudrais vous poser une question personnelle. Qui soutenez-vous dans cette campagne présidentielle pour que les choses soient claires? C'est une question donc personnelle, c'est comme demander avec qui je vis. Écoutez, je vais soutenir Benoît Hamon. J'ai trouvé que son idée de revenu universel rouvrait des portes, des fenêtres, et ça me plaît. Maintenant, il y a pas tout ce qu'il dit avec lequel je suis en accord, mais le cœur de sa proposition m'intéresse. Je pense qu'il faut travailler sur cette idée. Donc, si ma mémoire est bonne, en 2011, lors de la primaire socialiste, vous aviez soutenu Martine Aubry, puis vous aviez signé en faveur de François Hollande après sa victoire. Là, cette fois-ci, avant sa victoire. Là, c'est Benoît Hamon. Non, mais au moins les choses sont claires dès le début. Une autre question avant de rentrer dans le cœur du livre, parce que c'est l'actualité. Hier, le Parlement européen a ratifié le CETA, le traité Europe-Canada, traité commercial. C'est une bonne chose. On a du mal à suivre parce que Matthias Fekl, qui dirigeait les négociations pour la France, le secrétaire d'État, a rejoint l'équipe de Benoît Hamon, qui, elle, est contre ce traité. Alors vous en pensez quoi? J'en pense un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est un traité qui vient à un moment qui est complètement décalé dans l'histoire. Il a été commencé, les négociations ont commencé, je sais plus, il y a 8 ou 9 ans, c'est-à-dire à un moment où on n'était pas du tout en train de réfléchir à la situation dans laquelle on est maintenant. Entre-temps, il s'est passé quand même beaucoup de choses, notamment l'accord sur le climat, et on voit bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir des accords commerciaux comme dans les années 80-90. Si on veut avoir un accord commercial avec le Canada, il faut absolument intégrer, je crois, la question écologique. C'est tout à fait fondamental. Il faut que ça soit un modèle, une maquette pour ce que l'on veut que le commerce international devienne. C'est pas le cas du tout. Or, le Canada produit avec ses sables bitumineux beaucoup de gaz à effet de serre. Ça fait partie de ce qui doit être, à mon avis, inclus dans des accords commerciaux. Et puis, il y a ce tribunal arbitral qui ne correspond pas du tout, je crois non plus, à une situation comme celle de l'Europe. Ce qui veut dire que n'importe quelle multinationale peut demain attaquer un État. Alors ça, on peut le comprendre. Et Benoît Hamon a dit qu'il abrogerait, qu'il suspendrait ce traité s'il est élu. Je comprends, parce que c'est quand même une bizarrerie. Ça veut dire que les multinationales ont une capacité de recours que n'auraient pas, par exemple, les investisseurs européens. C'est curieux. Quand on fait un traité de libre-échange, on va dire, avec le Zimbabwe, c'est tout à fait normal qu'on prévoie des cours arbitrales parce qu'on n'a tout simplement pas confiance dans la capacité de l'appareil juridique du pays avec lequel on signe de régler ces différends. Mais quand on parle du Canada et de l'Europe, il faut que les cours arbitrales soient les juridictions de l'un ou de l'autre. On ne peut pas créer de nouvelles juridictions pour trancher, encore une fois, des différends auxquels n'auraient pas accès, des cours auxquels n'auraient pas accès les investisseurs français. Je suis même pas sûr que ce soit possible en droit. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que ce traité est obsolète. Après, le cœur de la question, c'est-à-dire est-ce que du commerce avec le Canada, c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est a priori une bonne chose, mais toujours de la même manière que le commerce pas fait. Sous cette forme-là, et visiblement les négociations ont été réalisées dans une opacité quasi totale. On en finit là sur le traité Europe-Canada. Je voudrais qu'on parle de ce livre parce que vous y traitez du modèle social. Avant de rentrer dans le détail, ce modèle social français, beaucoup de candidats nous expliquent qu'il est moribond, qu'il est en danger. Est-ce que c'est aussi votre avis? Je ne pense pas qu'il soit moribond ni en danger relativement à ce qui se passe dans les autres pays. On a toujours tendance à dire, regardez, en France, le taux de prélèvement obligatoire est supérieur à ce qui se passe ailleurs, et donc le modèle social coûte très cher. Si on compare ce qui se passe en France et aux États-Unis, d'ailleurs, un des articles fait cette comparaison à la fin du livre, on dépense en éducation et en santé, par exemple, et toute autre chose qu'on associe aux dépenses sociales, on dépense exactement la même chose qu'aux États-Unis. La différence, c'est qu'aux États-Unis, pour moitié, la santé est privée. Pour moitié, les dépenses d'éducation supérieure, universitaire, sont privées. Donc ça n'apparaît pas dans les dépenses publiques. Alors si on pense qu'il faut mieux dépenser en matière de santé et d'éducation, il faut poser le problème de cette manière. Mais en s'en tenant à la part publique, on passe à côté de ce qui fait en effet la singularité de la France par rapport aux États-Unis. Donc je pense qu'il faut davantage parler du fond. Est-ce qu'on est content des dépenses de l'enseignement supérieur? Je pense qu'on sous-dépense dans l'enseignement supérieur. Le taux de dépenses par étudiant est presque 50% inférieur à celui qu'on a aux États-Unis. Je crois que dans le domaine de la santé, on a vu Fillon se brûler un peu les doigts à l'idée qu'il faudrait passer à des complémentaires pour
pour payer certains petits soins, mais les gens ne sont pas dupes, ça ne change rien. Et à l'autre bout du spectre, Mélenchon qui propose le remboursement de 100% des dépenses de santé. C'est jouable, ça? On a les moyens de faire ça? Je crois qu'il faut quand même rester équilibré. Il ne faut pas se faire peur en essayant de radicaliser les choses. On peut imaginer qu'il y a un certain nombre de choses qui restent publiques, qui restent privées. Ce qui compte, je crois, c'est partir du point de départ qui est qu'avec 11% de dépenses de santé aujourd'hui en France, on n'est pas à des niveaux qui sont ceux des États-Unis à 18%. Après, c'est un peu de la guerre tactique. Encore une fois, le fait que des mutuelles rembourse n'est pas différent des prélèvements obligatoires. Donc on peut imaginer un changement de modèle dans lequel on supprime les mutuelles, on considère qu'il y a une seule caisse, c'est la sécurité sociale, on gagnerait sans doute sur le terrain des frais de gestion, mais bon, est-ce que c'est vraiment l'urgence principale? Je crois que ce qui compte, c'est de se dire, est-ce que dans les hôpitaux, on a suffisamment de personnel? Je pense que non, je pense qu'il y a des gros efforts à faire dans ce domaine encore, comme dans l'enseignement, notamment dans l'enseignement primaire, l'enseignement supérieur. Donc partons des choses plutôt que de se faire peur avec des modèles. Alors prenons un cas concret. L'une des raisons qui vous a fait rejoindre Benoît Hamon, c'est le fameux revenu universel. Sauf que votre position à vous, ça n'est pas le revenu universel tel que l'envisage Benoît Hamon, mais un revenu universel, j'allais dire, plus étroit, concernant un petit nombre de personnes. Pourquoi? Parce que ça coûte trop cher en réalité. La différence, je crois, c'est que elle est dans la présentation et dans le fond. Moi, je pense qu'il faut un revenu universel sous condition de ressources, au moins dans un premier temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut partir. En dessous de quel seuil? Alors, nous, dans les simulations qui sont proposées à propos d'une réforme, exactement, à propos d'une réforme des APL, les aides personnalisées au logement, on a montré qu'en fusionnant ce mécanisme, les chercheurs qui travaillent qui ont contribué à cet ouvrage, Antoine Bozio et l'équipe de l'Institut des politiques publiques de l'École d'économie de Paris, pour être précis, ont montré qu'en fusionnant le RSA et l'APL, l'aide personnalisée au logement, on pouvait offrir à un célibataire en France à coût constant, c'est très important, on pouvait offrir 624 €, on va dire 625 pour simplifier, moins 30% de ce qu'il gagne au premier euro. Donc ça veut dire que quelqu'un qui gagne 1000 €, il en garde 700 qui s'ajouteraient aux 600 dont je viens de parler. Donc c'est des effets tout à fait spectaculaires, à coût inchangé. Sauf si on y ajoute les 18-25 ans, ce que souhaite faire Benoît Hamon, ce que vous souhaitez aussi. Oui, bien sûr. Mais je veux partir de ça pour dire que on a un point mort dans le schéma dont je parle qui est à 2000 €. D'autres propositions qui ont circulé, qui est de donner en gros 500 € à tout le monde avec une taxe additionnelle de 20%. Mettre le point mort à 2500. Donc il ne faut pas croire qu'il y a des différences de nature parce qu'on l'a soumis à des conditions de ressources. Dans les deux cas, il y a un point mort. Mais vous savez ce qu'on vous répond? On vous répond qu'au fond, c'est une façon de dire on s'habitue au chômage de masse, ça peut être une façon de dire on n'est plus obligé de chercher un travail. Philosophiquement, ça pose problème à des tas de gens. Alors, ça fait peut-être partie des points où je ne suis pas exactement en ligne avec ce que dit Benoît Hamon dans son programme. Je pense exactement le contraire. Je ne pense pas qu'il faille choisir l'emploi et au fond tout faire pour que les gens travaillent ou ce revenu qui est une forme de renoncement par rapport au travail. Je pense que les deux sont vraiment complémentaires. Je crois que les gens veulent travailler, plus sans doute que ce qu'ils travaillent aujourd'hui en moyenne, mais mieux surtout. Et je crois que le revenu universel, c'est une manière de renforcer leur pouvoir de discussion lorsqu'ils se trouvent confrontés à des emplois parcellaires, fractionnés, etc. Mais parce que vous n'êtes plus dans l'obligation d'accepter n'importe quoi. Vous avez la possibilité de négocier de manière, on va dire, un peu plus égale à votre employeur. Parce qu'on sait que vous n'êtes pas à la rue si vous n'avez pas de job. Vous n'êtes pas à la rue. Donc, la meilleure référence philosophique que je trouve au revenu universel, c'est celle de Thomas Paine, qui était un révolutionnaire français de 1795. Voilà, exactement. Et dans lequel il comparait ce revenu universel qu'il défendait déjà à un droit à héritage. Il disait, la terre a été donnée de manière indivise à l'homme, et puis elle a été privatisée. En fait, c'est l'héritier de Rousseau quand il dit ça. Et il y a des gens qui bénéficient de ces terres parce qu'ils en sont héritiers, et ceux qui n'ont pas d'héritage. Il faut compenser cette injustice face à l'ordre divin qui a été voulu par un revenu de base. Par un revenu qui est comme un droit à l'héritage. Donner, on va dire, 600 ou 700 € aux gens, c'est un peu l'équivalent d'hériter, on va dire, d'un studio en centre-ville. Est-ce que quelqu'un qui hérite d'un studio en centre-ville est dissuadé de travailler? Je pense exactement le contraire. Je pense que ça lui donne les moyens de se construire dans une société dans laquelle il faut aller affronter le marché du travail. Alors là, vous n'êtes pas d'accord avec Benoît Hamon, c'est que lui semble dire qu'il n'y aura pas de travail pour tout le monde. Il dit que la robotisation supprime d'emplois plus qu'elle n'en crée, et qu'au fond, c'est ça la vraie justification de ce revenu. C'est le point
point de divergence. Je pense qu'on est dans une période d'immense transformation. Je pense que l'emploi est en train de changer de nature. Il est en effet beaucoup plus précaire que par le passé. Je pense qu'il faut résister à cette tendance à la précarisation. Je pense que ce qui était avant l'emploi dans la société industrielle, qui était rassurant, on était inclus dans une structure, on vous disait vous travaillez là et là, mais qui était en même temps parfaitement aliénant, est devenu un emploi où on est beaucoup plus impliqué personnellement, il y a beaucoup plus de stress. Donc le travail a changé de nature. Je ne pense pas qu'il va disparaître, mais face à ce stress, qui est aussi un des sujets de Benoît Hamon, je pense qu'il faut donner une ressource aux personnes. J'entends ça, mais en même temps, on vit un paradoxe incroyable. On est dans une situation, une période d'intense changement, Ouais, de révolution voilà, technologique, numérique, et pourtant la croissance stagne. Pourtant, il n'y a pas plus d'emplois. Alors, comment on peut expliquer ce paradoxe? Alors, ça tendrait à lui donner raison. Entre 1980 et aujourd'hui, on a quand même créé presque 5 millions d'emplois. Donc, on crée des emplois, mais ce sont des emplois qui sont surtout beaucoup moins intégrateurs que ceux qu'on a trouvés auparavant. On a perdu 2 millions d'emplois dans l'industrie et on a créé 2 millions d'emplois dans la santé et dans l'aide à la personne, pour donner cet exemple. Mais ce sont des emplois qui n'ont pas la même nature. Ce ne sont pas des emplois qui sont intégrés organiquement comme étaient les emplois ouvriers dans l'ancienne société industrielle. Et c'est ça pour moi le changement qualitatif fondamental. Nous avons besoin de complémenter les ressources et les forces d'intégration qui vont au travail aujourd'hui. Et c'est pour ça que le revenu universel, je crois, dote les gens. C'est pas non plus des choses extraordinaires. Bénéficier de 650 ou 700 euros ne va pas changer la vie de la plupart des gens. Mais c'est un socle qui permet de regarder autrement le rapport au travail. Et peut-être que oui, il y a des jeunes créateurs et autres qui en profiteront pour faire autre chose que du travail salarié. Ça me gêne pas du tout. Je vois ça comme une des dimensions du 21e siècle. Mais ce qui est certain, je crois, c'est de bien comprendre. Reprenez l'image de Thomas Paine. C'est comme hériter d'un studio en centre-ville. On n'a jamais dit que l'héritage dissuadait de travailler. Les gens à droite qui le pensent, à ce moment-là, devraient en tirer les conséquences. On va parler dans un instant du programme de François Fillon, parce qu'il part effectivement d'un autre postulat, mais je reste sur ces freins à l'embauche. Dans le livre, il y a plusieurs sujets qui sont traités, les inégalités salariales notamment entre les femmes et les hommes, la discrimination à l'embauche. Il y a un chapitre qui est passionnant, vous avez inventé un nouveau modèle, enfin vous, les gens avec qui vous avez travaillé, pour essayer de tester ça. Oui, il y a un handicap à l'embauche, tout simplement quand on porte un nom étranger, de l'ordre de 40%. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement contre ça? Alors, c'est l'un des points les plus intéressants de cette étude dont vous parlez, c'est que la question qui se pose, c'est est-ce que les Français sont racistes parce que dès qu'un nom a une consonance maghrébine, on ne veut pas de lui? Sauf que là, dans le livre, on se rend compte que ça ne concerne pas que les Maghrébins ou les Africains. Voilà, ça concerne tous ceux qui ont un nom à consonance étrangère. Voilà. Et c'est la beauté, on va dire, des économistes, c'est qu'ils ont inventé des noms, Jalix, J'adore, enfin des noms qui n'ont aucune réalité, qu'on ne peut pas associer à un territoire, à un continent. Et ils ont montré dans des CV anonymes que ces noms, J'adore Alix, par exemple, avaient le même taux de discrimination que des noms à consonance maghrébine. C'est le constat. On fait quoi? Donc ça veut dire que peut-être les Français sont moins racistes qu'on ne croit. Ça veut dire qu'il y a plus une peur, voilà, de l'inconnu. Et bizarrement d'ailleurs, quand on a des noms à consonance maghrébine, parfois il y a la discrimination positive qui joue de façon implicite. Ben non, ça veut juste dire qu'il faut, je crois, continuer sur cette voie du CV anonyme, même s'il y a des pathologies qui sont derrière ça, et être capable en effet de cerner les discriminations là où elles se voient, là où elles se manifestent. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas une proposition nouvelle. Il faut en effet des CV anonymes, il faut être capable de traquer les discriminations quand elles sont dénoncées. Mais ce qui est optimiste, ce qui est encourageant, c'est que peut-être les Français sont moins racistes qu'on ne croit, voire pas racistes en réalité. Il y a une peur de l'inconnu et c'est là qu'il faut revenir à la question du diplôme, à la question de savoir si on est capable de donner à ceux qui sont, on va dire, sans ressources en termes de diplôme, les moyens d'exister sur le marché du travail en ayant des formations qualifiante en réalité, pour le dire comme ça. Alors je suis content que vous parliez des formations parce que c'est quand même le grand angle mort de toutes les stratégies proposées par les états-majors. Tout le monde sait qu'il y a un problème de formation. On parlait du numérique. Il y a 50 000 emplois qui sont non pourvus là en ce moment parce que les gens n'ont pas les formations adéquates. On dépense 32 milliards d'euros par an. Est-ce que c'est pas ça d'abord l'immense chantier pour libérer d'une certaine façon l'emploi dans ce pays? Moi je crois qu'il faut vraiment reprendre dans sa totalité la conception qu'a la France de la formation. On souffre, quoi qu'on dise, et c'est une des raisons pour laquelle les Français pestent contre les inégalités. Elles sont moins des inégalités de revenus en France relativement à ce qui se passe aux États-Unis que des inégalités d'accès à des qualifications qui sont, on va dire, qui sont valorisantes. On souffre du fait que le système de formation français débouche au bout, il faut partir de la tête, sur une immense dualité entre les grandes écoles d'un côté et puis l'ensemble des autres formations qui forment un maquis où on a beaucoup de mal à comprendre qu'est-ce qui est qualifiant, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais 95% de l'argent
l'argent qu'on dépense sur la formation va à ceux qui ont déjà un travail et non pas à ceux qui en cherchent un. C'est un vrai souci. Voilà, et voilà. Donc il faut, et c'est évident, enfin, tout le monde le dit, le constat est déjà construit, il faut qu'on puisse... Oui, mais personne ne fait rien. Exactement, donc il faut effectivement absolument que l'argent de la formation soit plus qu'aujourd'hui. On ne va pas supprimer la formation pour les autres. Destiné aux chômeurs, à ceux qui ont des difficultés de réinsertion, et tout ça fait partie d'un nouveau paquet. Quand j'entends certains candidats vouloir réduire les allocations chômage pour faire des économies, je pense qu'ils se trompent complètement sur ce qu'est la priorité. Il faut absolument faire que, à partir peut-être d'un an où on ne trouve pas un emploi, les voyants s'allument et que les personnes qui se révèlent en difficulté de retrouver soient immédiatement repris. Mais la formation, ça suffit pas comme mot. Moi, je veux que les universités, c'est pour ça que je vous parlais de ce système grandes écoles et le reste, je crois qu'il faut vraiment recréer un système dans lequel on puisse avoir une deuxième chance. Je voudrais que les universités participent davantage à la formation professionnelle pour être capables de donner des diplômes qui sont un peu l'avantage comparatif des universités, pour qu'en effet on puisse tout au long de sa vie retrouver la voie d'un diplôme qui vous redonne de l'espoir sur le marché du travail. Ce matin sort le rapport de Michel Pébreau sur la dette française, plus de 2000 milliards d'euros. Les taux d'intérêt sont en train de remonter. Et ce que dit François Fillon, puisqu'on parlait de lui il y a quelques instants, c'est de dire il faut absolument réduire les déficits. Il propose donc toute une série de mesures assez austéritaires, il faut le dire. Est-ce que c'est la bonne voie ? 1% de taux d'intérêt, c'est 7 milliards d'euros de plus à payer pour la France. Est-ce qu'on peut continuer avec cette dette-là ou est-ce qu'au contraire, on ne peut pas faire autrement? Alors le paradoxe dans le cas de François Fillon, c'est qu'il commence son programme en augmentant les déficits, si j'ai bien compris, d'1,5% du PIB. Ils finissent par baisser au bout de 5 ans. Peut-être, mais enfin, disons, François Hollande a perdu son quinquennat, je crois qu'on peut le dire vraiment simplement, parce qu'il s'est épuisé à essayer de ramener le déficit sous les 3%. Et tout d'un coup, un gouvernement de droite commencerait en passant de 3 à 4,5%. Donc je trouve que c'est assez paradoxal. Si on est sérieux sur les déficits, il faut qu'on comprenne quelle est la part des déficits qui doivent être réduits, et puis la part des investissements. Je crois que tout le monde comprend qu'il faudrait distinguer dans les déficits la part qui relève des dépenses courantes, où là, effectivement, il y a un principe d'égalité à long terme entre les dépenses et les recettes, et puis sortir de cette numérologie les dépenses d'investissement qui sont capables de porter de la croissance et d'apporter des recettes au-delà. D'ailleurs, le plan Juncker lui-même a extrait de la comptabilité des déficits les investissements qu'il faisait lui-même. Donc, il ne faut pas rentrer dans la numérologie. Mais sur la question des taux d'intérêt, les taux d'intérêt sont très bas. En fait, un rapport de la Cour des comptes qui était beaucoup plus... Aujourd'hui, mais ils sont en train de remonter. Voilà, ils sont en train de remonter, mais ils vont remonter lentement. Et s'ils remontent, c'est aussi parce qu'on espère que l'inflation remonte. Donc, ce qui compte, enfin, en économie, c'est la différence entre les taux d'intérêt et l'inflation. Donc, s'ils remontent à proportion de la hausse de l'inflation, ça ne fera pas une grosse différence. Je suis pas vraiment préoccupé par ça. C'est vrai que la dette fait presque 100%, mais la charge des intérêts, c'est 2%. Si on soustrait l'inflation, qui fait quand même un petit pourcent en France, il ne reste que 1%. Ça n'est pas si catastrophique que ça. Je ne pense pas que ce soit la priorité du moment. La priorité du moment, c'est de s'assurer qu'on est sur des trajectoires soutenables à moyen terme et qu'on soit capable de disposer des instruments qui permettent de relancer la croissance aujourd'hui, notamment, je crois, par une politique d'investissement qui ne serait pas comptabilisée dans ces déficits parce que on peut démontrer que ces investissements sont porteurs de ressources et de croissance. Il y a une autre stratégie économique qui est défendue par Marine Le Pen, c'est celle du protectionnisme. Ça fait écho évidemment à la victoire de Trump aux États-Unis, le Brexit en Grande-Bretagne. Au fond, c'est pour les électeurs une façon de répondre à l'explosion des inégalités. Est-ce que c'est une solution qui est audible? Est-ce que la France, par exemple, peut vivre avec de nouvelles mesures d'ordre protectionniste? Je pense que non. Je pense que ce serait le chaos. Dans les années 30, chacun a commencé à faire du protectionnisme dans l'espoir de retrouver de l'emploi dans son propre territoire au détriment des autres. Tout le monde a fait la même chose. Mais regardez, Trump veut s'affranchir de toutes les barrières, de toutes les règles, notamment dans ce domaine-là. Est-ce que l'Europe est à la hauteur? Il faut bien apporter une réponse à Trump. Je ne pense pas que la réponse à apporter à Trump, ce soit de faire comme Trump. Je pense qu'il y a besoin de règles pour gouverner le commerce international. Donc je crois qu'il faut penser des règles telles qu'elles existent à d'autres, à de nouvelles règles si on le souhaite. Je pense que c'est important, notamment au regard de la question écologique. On en parlait tout à l'heure. Il faut que les traités commerciaux incluent le fait que si le contenu en carbone des marchandises qu'on importe ou qu'on vende dépasse certaines normes, il faut qu'en effet on puisse les taxer le cas échéant. Donc tout ça me paraît très important. Mais penser qu'on va repenser
penser chacun pour soi la logique du commerce mondial, je pense que c'est la voie ouverte au chaos. En effet, Trump est le candidat de ceux qui sont très paradoxalement très libéraux, parce qu'ils s'affranchissent de toutes les règles et qui du coup se donnent à voir comme le candidat du peuple parce qu'il veut restaurer des barrières protectionnistes. Je pense que la réalité, c'est que Trump veut sortir l'Amérique du système de règles, notamment celle sur le climat, et que ça c'est très dangereux et que la pire chose à faire pour l'Europe, ce serait d'être tenté par son modèle. C'est l'un des paradoxes de cette campagne. Merci beaucoup Daniel Cohen d'être venu nous voir. Je rappelle le titre de votre livre, Repenser le modèle social. C'est pas votre livre, c'est un livre collectif chez Albin Michel, pardon. Merci beaucoup.